Je suis heureux de vous avoir ici. Suivez mon histoire jusqu'au bout et commentez la ville d'où vous regardez. Je vous aime tant. Le stylo dans ma main semblait plus lourd qu'il n'aurait dû, comme si le poids de ce chèque portait plus que de simples chiffres. 25 000 €. Je fis une pause, regardant l'espace vide où ma signature allait prendre place. Pendant un instant, je pus voir toute la scène si clairement. Valmont-sur-Loire au printemps. Les glycines en fleurs, les saules pleureurs se balançant le long de la rivière. Le domaine de la Chênaie avec ses gracieuses colonnes de pierre blanche, des lanternes dans le jardin et des rires s'échappant à travers les portes-fenêtres ouvertes sur des parquets polis. Mon Pierre, se tenant fier devant l'autel avec sa fiancée à ses côtés. Et surtout, ma famille, 30 personnes fortes, remplissant la pièce de leur chaleur et de leur bruit. Ce n'était pas seulement un paiement, c'était une promesse, la bénédiction d'une mère écrite à l'encre. En signant mon nom, Hélène Lambert, la vieille douleur du veuvage se réveilla. Depuis 20 ans maintenant, je vivais sans Robert. J'avais élevé Pierre seul, avec pour seul compagnon la foi et la détermination, chaque succès de sa part. Je l'avais revendiqué comme une médaille épinglée sur ma poitrine. Et maintenant, le voir se marier en grande pompe me semblait une récompense, non seulement pour lui, mais pour moi, pour nous tous, les Lambert. Je plaçai le chèque soigneusement dans l'enveloppe, le lissant d'une main qui tremblait non pas de faiblesse, mais de joie. « Voilà, » me murmurai-je. « À quoi sert la famille ?» Le téléphone sonna juste à ce moment-là, tranchant le bourdonnement silencieux de la maison. Le nom de Pierre brillait sur l'écran, et mon cœur s'emplit de joie. Je m'attendais à de l'excitation, de la gratitude, une certaine ardeur juvénile qui n'avait jamais tout à fait quitté sa voix, même à 30 ans. Mais quand je répondis, le son qui me parvint était hésitant, lourd, comme si les mots étaient des pierres qu'il n'arrivait pas tout à fait à porter. « Salut, maman !» commença-t-il. « Es-tu occupé ?»« Non, mon chéri. Je viens juste de finir de rédiger ce chèque pour l'acompte de la salle de réception. C'est réglé. Tu seras si fier quand tu verras l'endroit. Le pur charme de la vallée de la Loire. » Je laissai un sourire transparaître dans mes mots. Une pause, puis un soupir. « À ce propos, maman, il y a quelque chose que je dois te dire. » Le silence de la pièce devint plus aigu, comme si même les murs se penchaient pour écouter. « Nathalie a réfléchi, » continua-t-il, le ton tendu. « Elle veut un mariage plus petit. Nous garderons le mariage. Juste sa famille. » Je me redressai, incertaine d'avoir bien entendu. « Juste sa famille ?»« Oui. » Sa voix baissa, presque apologétique. « Elle pense que ce sera plus simple, moins compliqué. Alors, pourrais-tu juste envoyer le chèque, maman ? Nous nous occuperons du reste. » Le silence qui suivit n'était pas vide. Il était rempli du son de quelque chose qui se brisait en moi. Envoyer le chèque. Ma main se resserra sur le combiné. Ma famille, mes sœurs qui avaient bercé Pierre dans leurs bras, mes cousins qui avaient traversé des régions pour des anniversaires et des remises de diplômes, les dames de la paroisse qui avaient prié pour lui quand il était malade, écartés comme des invités indésirables. 30 vies effacées par une seule décision. J'avalais ma salive, luttant contre la piqûre derrière mes yeux. « Pierre, » dis-je d'une voix ferme, bien qu'elle tremblât en dessous, « es-tu en train de dire que toute ta famille n'est pas invitée à ton mariage ?» Il hésita. « Ce n'est pas comme ça. Nathalie veut juste que ce soit à sa façon. Tu comprends, n'est-ce pas ? C'est son grand jour. » Son grand jour. Les mots atterrirent comme une insulte. Le mariage n'était-il pas censé concerner l'union de deux familles, des racines et des branches s'entrelaçant pour n'en former qu'une ? Ma fierté provinciale se hérissa. Nous, les Lambert,
N'avions peut-être pas la fortune des Dubois, mais nous avions quelque chose de plus durable, un héritage, une loyauté, une dignité. Je n'ai pas discuté, pas à ce moment-là. Le silence s'étira jusqu'à ce que Pierre marmonne une excuse et mette fin à l'appel. Je reposai doucement le téléphone, comme si un geste brusque pouvait me briser davantage. Puis, je regardais de nouveau le chèque, ma signature sombre se détachant sur le papier crème. Ma main tremblait, mais cette fois, ce n'était pas la joie qui la faisait trembler. Quelque chose n'allait pas, et bien que la trahison me meurtrît profondément, la partie de moi qui avait surmonté la perte et les épreuves se réveilla. Je pressai l'enveloppe à plat contre la table. Et dans cette soirée tranquille de Valmont-sur-Loire, je savais que ce n'était que le début. Dès que j'eus raccroché, je composai le numéro de ma sœur Éléonore. 2 sonneries, et sa voix chaleureuse répondit. « Hélène, quelle est l'occasion? Tu n'appelles jamais si tard? Sauf si c'est quelque chose de bien ou de terrible. » « C'est le mariage de Pierre, » dis-je, ma voix plus stable que je ne me sentais. Apparemment, je rédige un chèque pour un lieu où je ne serai pas autorisée à entrer. Aucun de nous. C'est juste sa famille, Éléonore, juste la sienne. La voix d'Éléonore se cassa. « Ce n'est pas possible. Et les cousins? Tante Marthe? Les enfants? » « Personne, confirmai-je. 30 personnes, les nôtres, effacées. » Le silence d'Éléonore traduisait son choc mieux que les mots ne l'auraient pu. Finalement, elle dit « Ce n'est pas Pierre qui parle, c'est l'œuvre de cette fille, et de sa mère. » « Je ne sais plus qui il est, » admis-je, en regardant la photo encadrée de la remise de diplôme de Pierre sur ma cheminée. Il y a quelques années, il se tenait fier dans sa toge et son mortier, mon bras autour de sa taille, la montre de Robert à son poignet. Mais je sais que ce n'est pas juste. « Que vas-tu faire ?» demanda Éléonore. Je jetai un coup d'œil à l'enveloppe contenant le chèque. « Je ne suis pas encore sûre, mais je pense que j'ai besoin des amis du samedi. » Le ton d'Éléonore s'adoucit. « La meilleure idée que tu aies eue de toute la journée. Je vais envoyer un texto à tout le monde. Petit déjeuner à la maison Lambert demain. » Pour la première fois depuis l'appel de Pierre, je sentis le plus léger des sourires toucher mes lèvres. 7h30. Dis à Joséphine d'apporter sa tarte tatin. Cela demande de la nourriture réconfortante. Tu sais qu'elle le fera, promit Éléonore. Tiens bon, grande sœur. Souviens-toi de ce que maman disait toujours. Je terminai avec elle. Les femmes de notre région ne se mettent pas en colère. Elles deviennent stratégiques. Après avoir raccroché, je me dirigeai vers la fenêtre de ma chambre. Le ciel nocturne au-dessus de Valmont-sur-Loire était clair. Les étoiles étaient parsemées comme du sel sur du velours noir. Robert aurait su quoi faire. Robert, avec sa force tranquille et son sens inébranlable de la justice. Je touchai mon alliance, toujours à mon doigt, après 20 ans. « J'aurais besoin de tes conseils ce soir, » murmurai-je à la pièce vide. Au lieu de réponse, des souvenirs affluèrent. Robert apprenant à Pierre à faire du vélo dans notre allée. Robert dansant avec moi au mariage d'Éléonore. La voix de Robert, faible mais déterminée, depuis son lit d'hôpital. « Promets-moi que tu seras heureuse, Hélène. Promets-moi que tu tiendras bon. » J'avais promis, et les femmes Lambert tiennent leurs promesses. Les amis du samedi se réunissaient depuis près de 30 ans, à travers les divorces et les promotions, les remises de diplômes des enfants et les funérailles des parents. Nous avions commencé comme de jeunes mères dans un groupe de jeux paroissial et, d'une manière ou d'une autre, nous n'avions jamais cessé d'avoir besoin les unes des autres. Alors même que nos enfants devenaient trop grands pour le bac à sable, ma cuisine était déjà remplie de l'odeur du café et de la tarte tatin de Joséphine quand elles arrivèrent. Une par une. Chacune apportant quelque chose de plus précieux que les plats dans leurs mains, leur loyauté indéfectible.
Dorothée arriva la première, ponctuelle comme toujours après ses années d'enseignante, ses cheveux parsemés d'argent coupés en un carré pratique. « J'ai apporté des croissants », annonça-t-elle en posant un panier couvert, et une indignation vertueuse, gracieusement offerte. Marthe suivit, portant encore ses gants de jardinage, un bouquet de camélias fraîchement coupé dans ses bras. « Pour ta table », dit-elle en me serrant fort dans ses bras. « Les belles choses nous aident à avoir de belles pensées, même dans des situations laides. » Sarah se glissa discrètement à l'intérieur, la compassion dans ses yeux d'infirmière, évaluant déjà mon état émotionnel. « Tu n'as pas dormi ?» observa-t-elle. Ce n'était pas une question. J'ai apporté de la tisane à la camomille pour plus tard. Béatrice arriva avec un portefeuille en cuir sous le bras, ses anciennes habitudes d'avocate jamais tout à fait abandonnées à la retraite. « Je ne dis pas que nous aurons besoin de conseils juridiques, » annonça-t-elle. Mais j'ai pris la liberté de revoir quelques points du droit des contrats concernant les acomptes pour les lieux de réception. Joséphine fut la dernière, portant non seulement sa célèbre tarte, mais aussi un thermos de café assez fort pour décaper de la peinture. « Ma chérie, quoi qu'il arrive, » déclara-t-elle en le posant avec autorité, « personne ne prend de décision le ventre vide. Nous nous sommes rassemblés autour de ma table de cuisine, la lumière du matin filtrant par les fenêtres qui donnaient sur ma roseraie. Le cadeau de mariage de Robert, que j'entretenais de mes propres mains depuis 20 ans. Les roses commençaient tout juste leur réveil printanier, des bourgeons serrés promettant une beauté à venir. « Très bien, » dit Dorothée une fois que nous eûmes toutes des assiettes pleines et des tasses fumantes. « Raconte-nous exactement ce qui s'est passé. » Je racontais l'appel de Pierre. Chaque mot était encore aussi frais qu'une coupure de papier. Quand j'eus fini, le silence était lourd d'une indignation partagée. « 25 000 €, dit finalement Béatrice. Et ils s'attendent à ce que tu les donnes et que tu disparaisses ? Ma chérie, ce n'est pas un cadeau de mariage. C'est du vol qualifié. Il ne s'agit pas de l'argent, dis-je doucement. Bien sûr que non, acquiesça Sarah, attrapant ma main sur la table. Il s'agit de la famille. Il s'agit de respect. Il s'agit de cette femme Dubois qui pense qu'elle est trop bien pour nous, ajouta Éléonore, sa voix acérée de colère protectrice. Victoria Dubois et ses manières de grande dame. Marthe pencha la tête. Vous savez, j'ai fait les fleurs pour 3 événements des Dubois. Victoria renvoie tout au moins 2 fois. Rien n'est jamais assez bien. Et maintenant, sa fille épouse notre Pierre. Joséphine soupira. Pauvre garçon, il n'a jamais eu aucune chance. Ils l'ont tellement retourné qu'il ne sait plus où est sa maison. Ce que je ne comprends pas, dit Dorothée, en étalant de la confiture sur un croissant avec une précision méthodique. C'est pourquoi Pierre accepterait cela. Il a été mieux élevé. La question flotta dans l'air, douloureuse dans sa simplicité. Pourquoi mon fils, qui avait grandi entouré de l'amour de ces mêmes femmes, les exclurait-il maintenant du jour le plus important de sa vie ? Parce qu'il est amoureux, dit Sarah doucement. Et parfois, l'amour nous rend aveugles. Ou stupides, marmonna Béatrice. La question est, redirigea Éléonore. Que vas-tu faire, Hélène ? 5 paires d'yeux se tournèrent vers moi, attendant. Le poids de leurs attentes me sembla comme un manteau se posant sur mes épaules, non pas lourd, mais fortifiant. D'abord, dis-je lentement, je dois comprendre exactement quel pouvoir j'ai dans cette situation. Je regardais Béatrice. Tu as mentionné le contrat ? Béatrice sourit, le sourire acéré d'une femme qui avait passé 40 ans à se faire sous-estimer par les hommes dans les prétoires. J'ai fait quelques recherches. Lorsque vous versez un acompte pour un lieu comme le domaine de la Chênaie, le contrat est au nom de la personne qui a signé le chèque. Ce serait toi, Hélène, pas Pierre, pas Nathalie,
et certainement pas Victoria Dubois. Alors, qu'est-ce que cela signifie exactement? Demandai-je. Cela signifie, répondit Béatrice en faisant glisser ses lunettes de lecture sur son nez, que rien ne se passe dans ce lieu sans ton approbation. Rien n'est réservé, modifié ou finalisé à moins que tu ne donnes ton accord. Une chaleur lente commença à se répandre dans ma poitrine. Pas de la vengeance, pas encore, mais de la possibilité. La question devient, continua Béatrice, comment veux-tu utiliser ce levier? Marthe se pencha en avant. Hélène, ma chérie, il ne s'agit plus seulement d'un mariage. Il s'agit d'établir le ton de ta relation avec ta belle-fille pour les années à venir. Et de montrer à Pierre ce que signifie être un Lambert, ajouta Éléonore. Tu dois les inviter à dîner, déclara soudainement Joséphine. Nous nous tournâmes toutes vers elle. Inviter qui? Demandai-je. Pierre, Nathalie et Victoria, dit Joséphine, comme si c'était évident. Invite-les ici, chez toi. Cuisine pour eux. Mais utilise la belle porcelaine, l'argenterie de famille et toutes les traditions Lambert que tu peux faire tenir en un seul repas. Batte-toi sur ton propre terrain. Dorothée hocha la tête, comprenant. J'aime bien ça. Avant de faire quoi que ce soit d'autre, avertit Sarah. Tu dois voir cette femme par toi-même, juger son caractère. Peut-être qu'il se passe autre chose que nous ne comprenons pas. Je regardais ces femmes, mes sœurs de cœur, et sentis quelque chose s'installer en moi. Un calme né non pas de la résignation, mais de la clarté. Je les inviterai à dîner, décidai-je. Et en attendant, je vais regarder de plus près ce contrat de location. Et le chèque? Demanda Éléonore. Je pensais à l'enveloppe toujours posée sur mon bureau, l'encre de ma signature maintenant complètement sèche. Non, dis-je. Ce chèque reste exactement où il est, jusqu'à ce que je comprenne exactement pour quel genre de mariage je paie. Alors que nous terminions notre petit déjeuner, la conversation se tourna vers les stratégies et les plans. La sagesse collective de 6 femmes qui avaient traversé assez de tempêtes de la vie pour savoir comment plier sans rompre. Nous ne complotions pas une vengeance. Les femmes de notre génération et de notre région savaient mieux que ça. Nous complotions pour la dignité. Plus tard dans l'après-midi, je me retrouvais dans mon jardin, à tailler les rosiers avec peut-être plus de vigueur que nécessaire. Le jardinage avait toujours été mon lieu de réflexion. Le travail silenciel des mains permettait à mon esprit de démêler des nœuds trop complexes pour la pensée consciente. Le rythme de couper, laisser tomber, avancer, avait une qualité méditative. Couper le mépris de Victoria Dubois, laisser tomber la trahison de Pierre, avancer. Que faire ensuite? Ces roses ne méritaient pas un tel traitement, Madame Lambert? Je levai les yeux pour voir Monsieur Bernard, mon voisin depuis près de 20 ans, appuyé sur la clôture qui séparait nos jardins. À 80 ans, Monsieur Bernard conservait la posture droite du boulanger qu'il avait été toute sa vie, le visage buriné par des décennies de soleil de la Loire. « Juste la taille de printemps, Monsieur Bernard, » répondis-je, bien que nous sachions tous les deux qu'il s'agissait de plus que cela. Hocha-t-il la tête, peu convaincu. Une taille de printemps avec une certaine vengeance. Ce sécateur dans votre main est sur le point de porter plainte pour légitime défense. Malgré tout, je ris. Est-ce si évident? Seulement pour quelqu'un qui vous connaît depuis le décès de Robert, dit-il doucement. Vous avez le même regard maintenant qu'à l'époque, comme si vous vous battiez contre quelque chose d'invisible. Je posai le sécateur et enlevai mes gants de jardinage. C'est le mariage de Pierre. Apparemment, la branche Lambert de la famille n'est pas assez chic pour y assister. Les sourcils de M. Bernard se levèrent si haut qu'ils disparurent presque sous son béret. Pas assez chic, mon enfant? Votre famille
est à Valmont depuis qu'on posait les premières pierres de l'église. Qui ose dire que vous n'êtes pas assez chic? La famille de sa fiancée, les Dubois. Ah! Monsieur Bernard hocha lentement la tête. De l'argent récent qui essaie de se faire passer pour de l'argent ancien. Une histoire aussi vieille que le monde dans cette région. Que feriez-vous, monsieur Bernard? Demandai-je, sincèrement curieuse. Si c'était votre petit-fils. Monsieur Bernard réfléchit à cela, regardant le jardin comme si la réponse pouvait se trouver parmi les roses. Autrefois, bien avant de rencontrer ma défunte épouse, j'étais épris d'une jeune fille dont la famille ne me trouvait pas assez bien. Des raisons différentes des vôtres, bien sûr, le fils d'un boulanger n'était pas à la hauteur d'une fille de notaire. J'acquiesçais, comprenant la référence tacite aux hiérarchies sociales complexes de la province française. Son père m'a dit de rester à l'écart, continua monsieur Bernard. Il a dit que je n'étais pas le bienvenu à leur table. Vous savez ce que j'ai fait? Quoi? Je les ai invités à la mienne. Il sourit au souvenir. Ma mère faisait le meilleur coq au vin de tout le département. Je me suis dit que s'ils ne me laissaient pas entrer par leur porte, j'ouvrirais la mienne en grand, et je leur montrerais exactement qui ils jugeaient. Sont-ils venus? Non, admit monsieur Bernard. Mais la jeune fille, elle, est venue. Elle s'est échappée et est venue quand même. Cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur son caractère. Ses yeux devinrent lointains. Le destin a voulu que nous ne finissions pas ensemble. Mais je n'ai jamais oublié cette leçon. Le caractère se révèle le plus clairement lorsque les gens doivent choisir entre les apparences et ce qui est juste. J'absorbais ces paroles, sentant leur sagesse s'installer aux côtés des stratégies des amis du samedi. Vous savez, ajouta M. Bernard, dans nos traditions, ici, dans la vallée de la Loire, un mariage ne concerne pas seulement le couple. Il concerne la communauté qui les a élevés, les ancêtres qui veillent sur eux, le village qui les soutiendra dans les moments difficiles. Il secoua la tête. Écarter la famille n'est pas seulement impoli, Madame Lambert. D'où je viens, c'est comme couper son propre filet de sécurité. Je réfléchis à cela en reprenant mon sécateur. Merci, monsieur Bernard. De rien, voisine. Et quand vous organiserez ce dîner de famille, ses yeux pétillèrent. La recette de la tarte tatin de ma grand-mère est à vous, si vous la voulez. Je n'ai jamais rencontré une âme prétentieuse qui puisse y résister. Alors que monsieur Bernard retournait à son propre jardin, je me tournai vers le coffre en cèdre dans ma remise. À l'intérieur, enveloppé dans du papier de soie et de la lavande, se trouvait le mouchoir de mariage de ma mère, une pièce complexe de dentelle de Bruxelles qui avait été portée par 4 générations de femmes. Lambert le jour de leur mariage. J'avais toujours imaginé le transmettre à la fiancée de Pierre, la regardant le glisser dans son bouquet, comme je l'avais fait, comme ma mère l'avait fait, comme sa mère l'avait fait avant elle. En passant mes doigts sur le motif délicat, je pris une décision. Ce mouchoir représentait quelque chose que les Dubois, avec tout leur argent, ne pourraient jamais acheter. Un héritage. Une tradition. Le fil ininterrompu de l'amour familial s'étirant à travers le temps. Pierre avait peut-être oublié ce que signifiait être un Lambert, mais pas moi. Et d'une manière ou d'une autre, je m'assurerai qu'il s'en souvienne. L'air du centre de Valmont-sur-Loire a toujours quelque chose de différent. La fraîcheur de la rivière se mêlant au parfum des tilleuls en fleurs. L'histoire qui s'attarde dans chaque pierre. Je suis entrée dans le bureau de l'organisatrice de mariage ce matin-là, les épaules droites, ma robe impeccablement repassée, et mes perles, le dernier cadeau de Robert, reposant juste comme il faut à mon cou. Si Nathalie Dubois et les siens pensaient pouvoir me traiter comme une simple formalité, ils le feraient au moins en me regardant dans les yeux. Le bureau d'Amélie Moreau était une vision de chic moderne, des blancs doux, des accents de laiton brillant, une table en chêne poli parsemée d'échantillons de tissus et de catalogues de fleurs.
Cela aurait dû sembler accueillant. Au lieu de cela, j'ai immédiatement remarqué la froideur dans l'air, comme si j'étais entrée dans une pièce déjà préparée pour me tenir à distance. Nathalie était déjà assise là, feuilletant un classeur brillant. Ses cheveux blonds tombaient en vagues parfaites. Un diamant scintillant à sa main, qui semblait plus gros que ce que le salaire d'architecte de Pierre pouvait raisonnablement se permettre. À côté d'elle, Victoria Dubois était adossée avec une assurance que seul l'argent ancien, ou l'argent qui essaie désespérément de paraître ancien, peut se permettre. Elle avait le regard de quelqu'un qui jauge les autres, comme on le fait pour un tissu, décidant rapidement quelles pièces valaient la peine d'être gardées, et lesquelles ne l'étaient pas. « Madame Lambert !» salua Nathalie sans chaleur, ses yeux ne se levant que brièvement avant de retourner au classeur. « Je suis ravie que vous ayez pu venir. »« S'il vous plaît, » dis-je, en prenant place avec une grâce délibérée. « Appelez-moi Hélène. » Je souris de la manière dont les femmes de notre région sourient lorsque chaque nerf de leur corps se crispe. Amélie commença à parler du lieu, des palettes de couleurs et des choix de menus. Sa voix portant le rythme facile d'une professionnelle qui avait arbitré de nombreuses querelles familiales. Mais bientôt, la conversation dériva, comme je le savais, sur la liste des invités. Je pensais, dis-je en posant mes mains à plat sur la table, que puisque le domaine de la Chênaie est un lieu si beau et si grand, nous pourrions en faire une véritable célébration familiale. Mes sœurs, mes cousins, notre communauté paroissiale, environ 30 personnes de mon côté. De cette façon, les deux familles sont représentées. Le classeur de Nathalie se referma avec un bruit sec. Elle me regarda carrément maintenant, une pointe d'acier dans son jeune visage. En fait, Hélène, nous avons décidé que ce ne serait que ma famille. Mes parents couvrent le traiteur, la musique, les décorations. Donc, c'est vraiment notre décision. Victoria inclina légèrement le menton, ses lèvres se courbant en ce sourire poli qui en disait plus que les mots ne le pouvaient. Nathalie a raison. Ce sera un événement de bon goût et intime. La simplicité, c'est l'élégance. N'êtes-vous pas d'accord? Je sentis mes joues chauffer, bien que je n'ai pas laissé la chaleur monter dans ma voix. À l'intérieur, l'humiliation bouillonnait, mais extérieurement, je restais douce comme le miel. L'élégance, ma chère, c'est quand tout le monde se sent le bienvenu. C'est ainsi que je l'ai toujours compris. Le sourire de Nathalie était acéré. Eh bien, cette fois, c'est notre compréhension qui compte. Pendant un moment, le silence pesa sur les murs. Amélie remua nerveusement ses papiers comme si elle souhaitait être n'importe où ailleurs. Je regardais de la fille à la mère, et ce que je vis n'était pas deux femmes planifiant un mariage, mais deux généraux préparant une campagne, et j'étais leur ennemi à déborder. J'avalais l'amertume, car les femmes de caractère de notre région ne font pas de tempête ni de rage. Nous attendons, nous calculons, et ensuite nous agissons. C'est alors qu'Amélie, essayant peut-être de changer de sujet, ajouta nonchalamment « Bien sûr, Madame Lambert, puisque vous avez payé la compte, le contrat est en fait à votre nom. Rien ne peut être finalisé sans votre approbation. » Les mots s'échappèrent, comme une pensée après coup, mais ils résonnèrent à mes oreilles, comme le tonnerre. Je gardais mon expression calme, hochant la tête poliment, comme si je le savais déjà. Mais à l'intérieur, quelque chose changea. Le sol qui semblait être des sables mouvants sous mes pieds, il y a quelques instants, me paraissait maintenant solide. Je n'avais pas perdu ma place dans cette histoire. Pas encore. La réunion se prolongea avec d'autres discussions sur les fleurs et les photographes, mais j'entendais à peine. Mon esprit était en éveil, aiguisé par la connaissance que pendant qu'elles me rejetaient, elles avaient négligé un petit fait crucial. Le pouvoir se cache souvent dans les détails discrets.
Lorsque nous nous levâmes pour partir, Victoria offrit sa main manucurée avec un sourire qui portait le triomphe de la matinée. Nathalie évita mon regard, attrapant déjà son téléphone. Moi aussi, je souris, mais mon sourire était différent. Petit, contrôlé et dangereux. Comme le fil d'une lame cachée sous la soie. En sortant sous le soleil éclatant de Valmont-sur-Loire, le poids de l'humiliation avait déjà commencé à se transformer en quelque chose d'autre entièrement. Je détenais les cartes, maintenant, et plutôt qu'elle ne le réalisait, le jeu allait changer. Le contrat était ouvert sur la table de ma cuisine, son impression noire et nette, presque moqueuse dans sa simplicité. Ligne après ligne de jargon juridique, et pourtant les mots qui comptaient le plus étaient assez clairs. Titulaire du contrat. Hélène Lambert. Je traçais lentement les lettres avec mon doigt, comme pour vérifier si elles étaient réelles. Mon nom, pas celui des Dubois, pas celui de Nathalie, le mien. Chaque clause, chaque responsabilité, chaque droit de propriété lié à la personne qui avait signé le chèque. Moi. Pendant un long moment, je restais simplement assise en silence, écoutant le bourdonnement du réfrigérateur et le léger tic-tac de l'horloge au-dessus de la cheminée. L'humiliation de la réunion d'hier était encore à vif, mais voici enfin la clarté. Elles m'avaient prise pour une spectatrice. Elles avaient oublié quelle encre scellait cet arrangement. Je pris le téléphone et composai le numéro d'Amélie Moreau. Sa voix, professionnelle comme toujours, répondit à la deuxième sonnerie. « Madame Lambert, bonjour. Comment puis-je vous aider ?» Je gardai un ton poli, de la manière dont le miel peut dissimuler la force du whisky. « Amélie, je dois faire quelques ajustements à la réservation. Pour l'instant, veuillez geler tous les contrats des prestataires. Traiteurs, fleuristes, invitations. Rien de plus n'avance jusqu'à nouvel ordre de ma part. » Une pause sur la ligne, puis le bruit de ses papiers qu'elle remuait. « Bien sûr, Madame Lambert. Puis-je vous demander la raison ? » « C'est juste une question de clarté, » dis-je doucement. « Aussi, veuillez mettre à jour le nom de la réservation. Désormais, il devrait être « Événement familial Lambert ?» Oui, rendez cela officiel. Son hésitation ne dura qu'un instant avant qu'elle ne réponde. « Compris. Je fais les changements immédiatement. » En terminant l'appel, je sentis un calme étrange s'installer en moi. Ce n'était pas encore le triomphe, mais quelque chose de plus stable. L'assurance d'avoir repris les rênes. Lorsque je les appelai à table, je remarquai que les yeux de Victoria s'écarquillèrent légèrement devant le couvert formel complet. 3 fourchettes, 2 cuillères. La disposition correcte du cristal que les mères de notre région inculquent à leurs filles dès la naissance. Je n'habitais peut-être pas une maison avec un court de tennis comme les Dubois, mais je savais quelle fourchette utiliser pour la salade. Je servis un menu traditionnel de la vallée de la Loire, un velouté de homard, suivi d'un coq au vin avec la recette de gratin de M. Bernard et une tarte tatin de la cuisine de Joséphine pour le dessert. Chaque plat portait une histoire, un souvenir, un morceau de l'histoire des Lambert avec laquelle Pierre avait grandi. « Cette soupe est merveilleuse », offrit Nathalie, son premier compliment sincère de la soirée. « Je n'ai jamais rien goûté de tel. »« C'est un classique de la région, » expliquai-je. « Ma mère me l'a appris et sa mère le lui a appris. Le secret est un trait de cognac à la fin. »« Cuisine-vous souvent comme ça ?» demanda Victoria, son ton suggérant la surprise que quelqu'un comme moi puisse produire un plat si sophistiqué. « Tous les dimanches, » répondis-je. Le dîner de famille est une tradition Lambert. Pierre n'en a jamais manqué un jusqu'à son départ pour ses études. Pierre se tortilla mal à l'aise sur sa chaise, évitant mes yeux. En parlant de tradition, continuai-je en attrapant la carafe d'eau en cristal. J'ai pensé au mariage. Il y a plusieurs traditions de la famille Lambert que je suis sûre que Pierre voudrait incorporer. La température dans la pièce sembla chuter de 10 degrés.
Nous avons déjà finalisé la plupart des détails, répondit Victoria doucement. Nathalie travaille avec la meilleure organisatrice de mariage de la région. Tout est bien réglé. Sauf le contrat du lieu de réception, notai-je agréablement, en remplissant les verres d'eau avec une grâce exercée, qui, comme vous le savez, est à mon nom. La fourchette de Nathalie se figea à mi-chemin de sa bouche. Le visage de Pierre devint rouge. Le sourire de Victoria resta fixe, mais ses yeux se durcirent. « Maman !» commença Pierre, la voix tendue. « Nous avons déjà parlé de ça. »« Non, mon chéri, nous n'en avons pas parlé, » le corrigeai-je doucement. « Nous n'avons jamais vraiment discuté de la raison pour laquelle 30 membres de ta famille, des gens qui t'aiment, qui ont aidé à t'élever, sont soudainement indignes de célébrer le jour le plus important de ta vie. » « Il ne s'agit pas d'être digne, » intervint Nathalie, en posant sa fourchette avec précision. « Il s'agit de créer une atmosphère intime, une expérience organisée. »« Organisée, » répétai-je en goûtant le mot, comme une exposition de musée. « Précisément, » acquiesça Victoria, ne saisissant absolument pas mon propos. « Le domaine de la Chênaie est magnifique sur les photos, mais il nécessite la bonne esthétique. Trop d'invités peuvent donner un air encombré. »« Je vois, » dis-je, bien que ce que je voyais n'eût rien à voir avec l'esthétique et tout à voir avec le calcul froid dans les yeux de Victoria. « Et les Lambert encombreraient votre vision. »« Ce n'est pas ce que je voulais dire, » rétorqua Victoria, bien que son ton suggérât le contraire. « Pierre, » je me tournai vers mon fils, qui avait l'air de préférer être n'importe où ailleurs. « Te souviens-tu de ton 10e anniversaire, quand Éléonore a pris l'avion depuis Lyon avec un bras cassé parce qu'elle refusait de le manquer? Ou de ta remise de diplôme, quand le cousin Jacques a conduit toute la nuit depuis Bordeaux après l'annulation de son vol? » Les yeux de Pierre tombèrent sur son assiette. « Bien sûr que je m'en souviens, maman. » « Ce sont les personnes qui sont exclues de ton mariage, » dis-je doucement. « Des personnes qui ont été présentes pour toi toute ta vie. »« Mon Dieu !» soupira Victoria avec une patience théâtrale. « Personne ne dit que votre famille n'est pas charmante. C'est simplement une question d'échelle et de sophistication. Pierre rejoint maintenant un cercle social différent. Nos relations attendent un certain niveau de raffinement. » Le mot flotta dans l'air comme une gifle. « Raffinement », répétai-je, en gardant ma voix stable malgré la colère qui bouillonnait en moi. « Dites-moi, Victoria, est-il raffiné d'exclure une mère de l'organisation du mariage de son fils unique? Est-il sophistiqué d'effacer 30 personnes qui l'ont aimé depuis sa naissance? »« Maman, s'il te plaît, » commença Pierre. Mais je n'avais pas fini. « Ou peut-être, » continuai-je, le raffinement consiste-t-il à accepter un chèque de 25 000 € tout en disant à la personne qui l'a signé qu'elle n'est pas assez bien pour assister à l'événement qu'elle finance? Les joues de Victoria s'empourprèrent. « Vous êtes dramatique. Personne n'a dit que vous ne pouviez pas venir. »« Juste tous les autres qui me sont chers, » répondis-je. « Juste toute ma famille. »« C'est ma famille aussi, » dit Pierre doucement, levant enfin les yeux. « Mais Nathalie et moi, nous devons commencer nos propres traditions. »« En coupant la moitié de ce que tu es ?» demandai-je. Nathalie attrapa la main de Pierre. « Pierre a de la chance, vraiment. Il épouse une famille qui peut lui donner tout ça. » Les mots me blessèrent plus profondément que n'importe quelle lame. De la chance. Comme si mon fils, ma chair et mon sang avaient été sauvés par leur argent. Comme si tout ce que j'avais sacrifié n'était qu'un tremplin vers leur richesse. Victoria rit légèrement, levant son verre de vin. « Oui, ma chère, c'est une véritable bénédiction. Votre fils devrait être reconnaissant. » Je sentis ma poitrine se serrer, mais je ne leur donnerais pas le plaisir de me voir fléchir. Au lieu de cela, je me penchai en arrière, croisant les mains
avec une grâce mesurée. La gratitude est une belle vertu, dis-je lentement. Mais j'ai appris à mon fils que la gratitude doit toujours être équilibrée par le respect. Les deux familles méritent cela. Pendant un instant, un silence lourd plana. Puis Nathalie jeta un coup d'œil à Pierre, son expression pleine d'attente, presque provocante. Mon fils se déplaça, sa fourchette cliquetant nerveusement contre l'assiette. « Maman !» dit-il, la voix basse, suppliante. « S'il te plaît, ne rends pas les choses plus difficiles. Nathalie a raison. Ils font tellement pour nous. Peut-être devrions-nous simplement la laisser s'en occuper. » Ce mot me frappa plus fort que je ne l'avais prévu. Durant toutes mes années, à travers tous mes sacrifices, je n'avais jamais imaginé entendre mon fils s'aligner si clairement contre moi. Pendant un battement de cœur, je ne pus plus respirer. Mais je souris lentement, uniformément, comme la marée qui revient toujours. « Bien sûr, Pierre, tu dois faire ce que tu penses être le mieux. » Le dîner se poursuivit. Les plats arrivèrent. La conversation reprit, bien que rien de tout cela n'atteignit mes oreilles. Je ne goûtai rien, entendis peu, seulement l'écho de sa trahison remplissant mon esprit. En me levant pour chercher le dessert, je m'excusai pour aller à la cuisine, ayant besoin d'un moment seul. Par le passe-plat, j'entendis la voix de Victoria, basse mais claire. « Ne t'inquiète pas, ma chérie. Une fois mariés, nous l'aiderons à établir les bonnes relations. Il a juste besoin de laisser tout ce pittoresque derrière lui. » Mes mains tremblaient en servant la tarte tatin de Joséphine. Les pommes caramélisées brillaient comme des joyaux d'ambre contre la pâte dorée. 30 ans d'anniversaire, de fêtes et de dîners dominicaux réduits à du pittoresque à jeter. Quand je retournai dans la salle à manger, mon sourire était fermement en place, bien qu'il me fallût chaque once de force que je possédais pour le maintenir. Je servis le dessert avec la précision d'une femme qui avait organisé des centaines de dîners, qui savait que l'hospitalité était une forme d'armure. « C'est délicieux !» admit Nathalie, semblant sincèrement surprise. « L'avez-vous fait ?»« C'est mon amie Joséphine, » répondis-je. « Elle tient la boulangerie du village. Elle connaît Pierre depuis qu'il est en couche. Elle serait navrée de manquer son mariage. » Pierre eut au moins la grâce de paraître mal à l'aise. Lorsque les assiettes à dessert furent débarrassées et le café servi, Victoria consulta sa montre avec une discrétion exagérée. « Ce fut charmant, mais nous devrions y aller. Nathalie a une réunion tôt demain. » Alors qu'il se préparait à partir, je récupérai une petite boîte en velours du tiroir du buffet. « Avant de partir, je voulais vous montrer quelque chose. »« Nathalie ?» J'ouvris la boîte pour révéler le mouchoir de mariage de ma mère, la dentelle de Bruxelles délicate comme du givre contre le velours bleu profond. Il a été porté par les mariés Lambert depuis 4 générations, expliquai-je, en regardant ses yeux s'écarquiller devant le travail minutieux. Mon arrière-grand-mère l'a porté en 1878, ma grand-mère en 1915, ma mère en 1944, et je l'ai porté quand j'ai épousé Robert. Nathalie tendit la main avec hésitation, ses doigts planant au-dessus de la dentelle, sans tout à fait la toucher. « C'est magnifique. »« Ce serait votre quelque chose de vieux, » dis-je doucement. « Si vous le vouliez. » Pendant un instant, juste un instant, je vis quelque chose changer dans les yeux de Nathalie, une lueur de reconnaissance. Peut-être que les mariages étaient plus que de l'esthétique et de l'ascension sociale, qu'ils consistaient à unir des familles, des histoires, des traditions. Mais alors, la main de Victoria se posa sur l'épaule de sa fille. « Nous avons déjà commandé un mouchoir personnalisé d'un créateur à Paris, monogrammé avec les armoiries des Dubois. Mais c'est charmant. » Le moment se brisa. La main de Nathalie se retira, et le masque de détachement poli revint sur son visage. « Merci de me l'avoir montré, » dit-elle, toute chaleur ayant disparu de sa voix. Je refermai la boîte d'un claquement sec. « De rien. »
Alors qu'il se dirigeait vers la porte, Victoria se tourna vers moi avec la confiance d'une femme qui croit avoir gagné. « Je demanderai à Amélie de vous appeler pour débloquer ses contrats de prestataire. Le mariage n'est que dans 3 mois et nous sommes déjà en retard. » Je souris, le genre de sourire qui a glacé le sang des hommes pendant des générations de femmes de notre région. J'ai bien peur d'avoir besoin d'un peu de temps pour réfléchir. Les affaires de famille sont si importantes. N'êtes-vous pas d'accord ? Le regard qui passa entre la mère et la fille était un regard de calcul frustré. Elles étaient venues en espérant me charmer ou m'intimider pour que je cède. Elles repartaient sans victoire. Pierre resta en arrière alors qu'elle sortait sur le porche. « Maman » commença-t-il, la voix basse. « Je suis désolé pour le dîner, pour tout ça, mais s'il te plaît, ne rends pas les choses difficiles. C'est important pour Nathalie. » Je regardais mon fils, cet homme que j'avais élevé seul, cet enfant de mon cœur qui était devenu, en quelque sorte, un étranger. « Et qu'est-ce qui est important pour toi, Pierre ? Que veux-tu » Il hésita, ses yeux se dirigeant vers l'endroit où Nathalie attendait près de la voiture. « Je veux que tout le monde soit heureux. » « Parfois ce n'est pas possible, » dis-je doucement. « Parfois, nous devons choisir ce qui est juste plutôt que ce qui est facile. » Il ne répondit pas, m'embrassa simplement sur la joue et s'éloigna. Un homme pris entre 2 mondes et incertain de celui qu'il devait choisir. Je restais sur le seuil de la porte jusqu'à ce que leur feu arrière disparaisse au coin de la rue. Puis, je fermai la porte d'un déclic silencieux qui ressemblait à la fin de quelque chose de précieux. La maison semblait trop silencieuse après leur départ. Je me déplaçais dans les pièces, éteignant les lumières, ramassant la vaisselle. Mes mouvements étaient automatiques, tandis que mon esprit tournait à toute vitesse. Dans la cuisine, je remplis l'évier d'eau savonneuse et commençai à laver la porcelaine de ma grand-mère à la main, le mouvement répétitif, apaisant. La douleur dans ma poitrine commença soudainement, une pression aiguë et écrasante qui irradiait dans mon bras gauche. La pièce bascula et l'assiette que je tenais glissa de mes doigts, se brisant sur le carrelage. Je m'agrippais au bord du comptoir, essayant de me stabiliser. Mais mes genoux plièrent. Alors que je m'effondrais sur le sol, une pensée claire traversa le brouillard de la douleur. Robert serait tellement déçu de son fils. Puis, l'obscurité m'engloutit. Le bip régulier des machines médicales fut la première chose que j'entendis à mon réveil. La seconde fut la voix d'Éléonore, aiguë d'inquiétude, alors qu'elle parlait à quelqu'un dans le couloir. Mes yeux me semblaient lourds, réticents à s'ouvrir, mais je les forçais à s'entr'ouvrir pour me retrouver dans une chambre d'hôpital. La lumière grise du petit matin filtrait à travers les stores. « Tu es réveillée ?» dit soudainement Éléonore à mon côté, sa main fraîche contre mon front. « Dieu merci. » « Tu m'as fait perdre 10 ans de ma vie, Hélène Lambert. » Qu'est-ce qui s'est passé ? Ma voix semblait lointaine, inconnue. « Un petit infarctus, » dit-elle, son ton pragmatique démenti par la rougeur autour de ses yeux. « Madame pâtissier d'à côté a vu la lumière de ta cuisine allumée à 2 heures du matin et s'est inquiétée quand tu n'as pas répondu à la porte. Elle m'a appelé et je t'ai trouvé sur le sol de la cuisine. » Les souvenirs commencèrent à revenir. Le dîner, le mépris de Victoria, la trahison de Pierre, la douleur écrasante pendant que je faisais la vaisselle. « Le médecin dit que c'est dû au stress, » continua Éléonore, en ajustant mon oreiller avec l'attention pointilleuse qui était sa façon de montrer son amour. « Ce qui ne surprend absolument personne qui sait ce que tu traverses. » J'essayais de m'asseoir, mais Éléonore me repoussa doucement. « Oh non, tu ne bouges pas. Tu es au repos strict au lit pendant au moins 24 heures. Ordre du médecin. »« Pierre ?» ?»« On l'a appelé, » termina Éléonore. « 3 fois. Messagerie vocale à chaque fois. »
La blessure a dû se voir sur mon visage car Éléonore ajouta rapidement « Il est 6 heures du matin, Hélène. Il dort probablement encore. » Mais nous savions toutes les deux que c'était faux. Pierre avait toujours été un lève-tôt, comme son père. S'il ne répondait pas, c'était par choix. Une infirmière entra alors, une femme noire de mon âge, avec des yeux bienveillants et des gestes efficaces. Elle vérifia mes constantes, ajusta ma perfusion et me tapota la main avec une douceur inattendue. « Bonjour, Madame Lambert. Je m'appelle Rose. Comment vous sentez-vous » ? Comme si un camion m'était passé dessus, admis-je. Rose sourit. C'est l'événement cardiaque qui parle. La bonne nouvelle, c'est que c'était léger. Vous êtes arrivé à temps et les dommages aux muscles cardiaques sont minimes. Mais son expression devint sérieuse. C'est un tir de semonce, comme dirait mon mari. Votre corps vous dit de ralentir et de réduire le stress. Plus facile à dire qu'à faire, murmurai-je. C'est toujours le cas, acquiesça Rose en vérifiant quelque chose sur mon dossier. Surtout quand c'est du stress familial. Ce sont les blessures les plus difficiles à guérir. Je la regardais avec curiosité. Comment saviez-vous que c'était familial ? Rose me lança un regard entendu. 30 ans comme infirmière en cardiologie. Ma chérie, je peux faire la différence entre le stress du travail, le stress de l'argent et le stress du chagrin d'amour. Et vous avez les signes classiques de ce dernier. Après le départ de Rose, Éléonore s'installa dans le fauteuil à côté de mon lit. Les amis du samedi sont en route. Je ne pourrais pas les arrêter si j'essayais. Joséphine apporte de la soupe. Malgré tout, je souris. Bien sûr qu'elle en apporte. Hélène, la voix d'Éléonore devint sérieuse. Tu ne peux pas continuer comme ça. Ce drame de mariage ne vaut pas ta vie. Il ne s'agit pas du mariage, dis-je doucement. Il s'agit de Pierre, de la famille, de ne pas être effacé. Je sais, soupira-t-elle. Mais peut-être qu'il est temps de laisser tomber. De céder le lieu de réception, de signer le chèque et de tourner la page. Pierre a fait son choix. La pensée envoya une nouvelle vague de douleur dans ma poitrine, une qui n'avait rien à voir avec mon infarctus. Je ne peux pas, Éléonore, pas encore. Ma sœur avait l'air de vouloir discuter, mais la porte s'ouvrit et un médecin entra, une jeune femme à l'allure vive qui se présenta comme le docteur Chen. Elle examina mon dossier, écouta mon cœur et livra le même verdict que Rose. Dommage minime, bon pronostic, mais un avertissement clair de réduire le stress. « Vous avez de la chance, Madame Lambert », conclut-elle. Beaucoup de femmes de votre âge qui ont ces événements ne reconnaissent pas les symptômes avant qu'il ne soit trop tard. Les femmes ont tendance à minimiser leur douleur. L'ironie ne m'échappa pas. Je minimisais la douleur depuis des années. La douleur du veuvage. La douleur de voir Pierre s'éloigner. La douleur d'être jugée indigne par les Dubois. Après le départ du docteur Chen, je somnolais par intermittence, vaguement consciente de l'arrivée des amis du samedi, de conversations feutrées dans le coin de la chambre, de Joséphine arrangeant des fleurs et de Marthe ajustant les stores. Leur présence était un réconfort, un rappel que la famille se présentait sous de nombreuses formes. C'est en début d'après-midi que je me réveillai complètement. La chambre maintenant silencieuse, à l'exception de Rose, qui vérifiait ma perfusion. « Vos amis ont dû sortir un moment, » expliqua-t-elle. « Règle de l'hôpital, seulement 2 visiteurs à la fois. Elles sont à la cafétéria en train de se disputer pour savoir laquelle d'entre elles vous ramènera à la maison. » Je souris faiblement. « Ce sont de bonnes personnes. »« Les meilleures, » acquiesça Rose. « La famille qu'on se choisit. » Quelque chose dans son ton me fit demander. « On dirait que vous comprenez. » Rose s'assit sur le bord de mon lit, une entorse inhabituelle à la distance professionnelle qui semblait pourtant juste.
Ma belle-fille a essayé de m'éloigner de mes petits-enfants, dit-elle doucement. Elle disait que j'étais une influence négative parce que je n'approuvais pas la façon dont elle traitait mon fils. Pendant 2 ans, je n'ai vu ces bébés qu'en secret, quand mon fils les amenait pendant qu'elle était au travail. Que s'est-il passé? Mon fils a finalement ouvert les yeux, dit simplement Rose. Il l'a vue pour ce qu'elle était, quelqu'un qui voulait le contrôler en écartant tous ceux qui l'aimaient vraiment. Le divorce a été laid, mais nécessaire. Cela a dû être difficile pour vous, dis-je, de le voir traverser ça. La chose la plus difficile que j'ai jamais faite, admit Rose. Je voulais intervenir, mener ses batailles à sa place, mais il devait voir la vérité par lui-même. Elle me tapota la main. Parfois, nos enfants doivent faire leurs propres erreurs, Madame Lambert. Même lorsque ces erreurs nous brisent le cœur. J'ai peur de le perdre, murmurai-je, donnant voix à ma plus grande peur. S'il est l'homme que vous avez élevé, vous ne le perdrez pas, m'assura Rose. Mais il doit retrouver son chemin par ses propres moyens. Après le départ de Rose, je restais allongée dans la chambre silencieuse, regardant la lumière du soleil se déplacer sur le mur. Mes pensées dérivèrent vers Pierre, non pas l'homme qui s'était assis avec raideur à ma table la nuit dernière, mais le garçon qui s'était autrefois blotti sur mes genoux pendant les orages, l'adolescent qui m'avait défendu avec acharnement quand quelqu'un avait fait une remarque désobligeante sur les mères célibataires, le jeune homme qui avait pleuré ouvertement aux funérailles de son père. Ce Pierre était toujours là, quelque part sous la surface. Je devais le croire. Un léger coup à la porte interrompit mes pensées. Je m'attendais à Éléonore ou à l'une des amies du samedi, mais la femme qui entra était quelqu'un que je n'avais jamais vu auparavant. Élégante, aux cheveux argentés, impeccablement vêtue d'un tailleur bleu pâle qui parlait de vieille fortune et de confiance tranquille. « Madame Lambert ?» demanda-t-elle, sa voix portant l'accent raffiné de la Loire des générations. « Je suis Marguerite Dubois, la grand-mère de Nathalie. » Je me débattis pour me redresser, surprise et instantanément méfiante. « Madame Dubois. »« S'il vous plaît, appelez-moi Marguerite. » Elle se dirigea vers le fauteuil à côté de mon lit avec la grâce de quelqu'un habitué à commander les pièces. « J'espère que vous ne m'en voudrez pas de ma visite. Quand j'ai entendu parler de votre malaise, je me suis sentie obligée de venir. »« Comment l'avez-vous su ?» demandai-je, perplexe. Un petit sourire effleura ses lèvres. « Valmont-sur-Loire est un petit village au fond, Madame Lambert, surtout dans certains cercles. La présidente de mon club de jardinage est amie avec votre voisine, Madame Pâtissier. » Je ne savais pas quoi penser de cette visiteuse inattendue, cette femme qui représentait la famille même qui me causait tant de détresse. « Puis-je vous demander pourquoi vous êtes ici ?» dis-je finalement. Marguerite croisa les mains sur ses genoux, m'étudiant avec des yeux bleu clair qui ne manquaient rien. « Parce que j'ai été là où vous êtes, Madame Lambert ?» Pas l'infarctus, heureusement, mais la position dans laquelle vous vous trouvez avec le mariage. J'attendis, incertaine de la direction que cela prenait. « Il y a 60 ans, continua Marguerite, j'étais la fiancée du mauvais côté de la barrière. Mon mari venait d'une vieille famille de la région. Sa mère, ma belle-mère, a tout fait pour exclure ma famille de notre mariage. Elle les a traités de gens du commun, d'inconvenants. » Sa bouche se tordit en un sourire ironique. « Et elle a réussi aussi. Mes parents, mes frères et sœurs, aucun d'entre eux n'a été invité. C'était le mariage mondain de la saison, et je me tenais là, seule. Je suis désolée, dis-je, sincèrement émue par la douleur encore évidente dans sa voix après toutes ces années. Ce fut le plus grand regret de ma vie, dit simplement Marguerite.
de ne pas lui avoir tenu tête, de ne pas avoir insisté pour que ma famille soit présente le jour le plus important de ma vie. Elle se pencha légèrement en avant. Je ne veux pas que ma petite fille fasse la même erreur, et je ne veux certainement pas que ma fille devienne ce que ma belle-mère était. J'étudiais son visage, cherchant des signes de manipulation ou de tromperie, mais ne trouvais que de la sincérité. « Victoria, c'est-elle que vous êtes ici ?» Marguerite rit, un son doux et élégant. « Grand Dieu, non !» Victoria croit que je suis à ma partie de bridge hebdomadaire. Elle serait mortifiée. Elle tendit la main et, à ma surprise, prit la mienne dans la sienne. « Madame Lambert, je veux que vous sachiez que tout le monde dans notre famille ne partage pas la perspective de Victoria. Certains d'entre nous comprennent ce que la famille signifie vraiment. » Pour la première fois depuis des jours, je sentis une lueur d'espoir. « Que suggérez-vous » ? « Je suggère, » dit Marguerite avec un sourire qui me rappela celui de ma propre mère quand elle préparait quelque chose, « que peut-être vous et moi pourrions former une alliance, pour le bien de nos futurs petits-enfants, si rien d'autre. » Alors que Marguerite exposait ses pensées, je me sentis de plus en plus favorable à cet allié inattendu. Au moment où elle partit, promettant de revenir le lendemain, nous avions les prémices d'un plan. Un plan qui pourrait bien sauver mon fils de commettre la plus grande erreur de sa vie. Non pas en épousant Nathalie, mais en permettant à sa mère d'effacer la moitié de ce qu'il était. L'hôpital me laissa sortir l'après-midi suivant avec des ordres stricts de me reposer et d'éviter le stress. Peut-être le conseil médical le plus irréalisable jamais donné à une mère aux prises avec un drame de mariage. Éléonore insista pour que je reste avec elle quelques jours, mais je déclinai poliment. J'avais besoin du confort de ma propre maison, de mon propre jardin, de mes propres souvenirs. « Au moins, laisse-moi rester avec toi, » argumenta-t-elle, alors qu'elle me ramenait à la maison, ses doigts blancs sur le volant. « Juste pour une nuit ou deux. »« Je vais bien, » l'assurai-je, bien que la douleur sourde dans ma poitrine suggérât le contraire. Rose passe demain pour prendre de mes nouvelles, et Marthe apporte le dîner ce soir. Éléonore me lança un regard sceptique. Et que se passera-t-il quand Pierre décidera enfin de rappeler ? Tu penses que cette conversation ne fera pas monter ta tension artérielle ? Je regardais par la fenêtre les rues familières de Valmont-sur-Loire, les fleurs de printemps en pleine floraison le long des trottoirs. Je dois lui faire face selon mes propres termes, Éléonore, dans ma propre maison. Elle soupira, mais ne discuta pas davantage. Nous savions toutes les deux que les femmes Lambert étaient têtues jusqu'à la moelle. Un trait de famille qui nous avait maintenus debout à travers les guerres, les crises économiques et les tragédies personnelles. Ma maison me parut différente à notre arrivée, plus propre, plus fraîche. Éléonore m'expliqua que les amis du samedi s'étaient abattus sur elle comme un service de nettoyage après mon hospitalisation, effaçant toute trace de ce dîner désastreux. « Elles ont même réparé cette assiette cassée », ajouta-t-elle, en me guidant vers mon fauteuil préféré dans le salon. Béatrice a trouvé un kit de restauration et l'a recollé. On peut à peine voir qu'elle a été cassée. L'image me frappa comme une métaphore appropriée de ce que j'espérais accomplir avec ma famille. Je m'installais dans les rythmes de la convalescence. Sieste l'après-midi, courte promenade dans le jardin, visite régulière d'amis portant des plats mijotés et des sourires inquiets. Pierre avait finalement appelé alors que j'étais encore à l'hôpital. Sa voix tendue d'inquiétude, mais aussi distante, comme s'il appelait par obligation plutôt que par une véritable préoccupation. « Je serais venu te voir », avait-il dit. Mais Nathalie a pensé que ce serait peut-être tendu après le dîner. « Nathalie a pensé », avais-je répété, les mots amers sur ma langue. « Maman, s'il te plaît », avait-il soupiré. J'essaie de gérer beaucoup de choses en ce moment. « Moi aussi, Pierre, moi aussi. »
La conversation s'était terminée par la promesse qu'il viendrait bientôt en visite, bien que nous sachions tous les deux que « bientôt » était aussi nébuleux que le brouillard matinal sur la Loire. 3 jours après mon retour à la maison, Marguerite Dubois arriva à ma porte à 10 heures précises, vêtue d'un tailleur en lin couleur champagne, un petit portefeuille en cuir sous le bras. Je l'attendais, mais je ressentis tout de même une bouffée d'anxiété en l'accueillant chez moi. « Comment vous sentez-vous, Hélène » demanda-t-elle, son utilisation de mon prénom signalant un passage de visiteuse formelle à allié potentiel. « Mieux chaque jour, » répondis-je, en la conduisant à la véranda, à l'arrière de la maison, où j'avais préparé le thé. « Bien que les médecins disent qu'il faudra des semaines avant que je sois complètement rétablie ?»« Les problèmes de cœur ne doivent pas être pris à la légère. » acquiesça Marguerite, s'installant dans un fauteuil en osier avec l'élégance de quelqu'un habitué à être servi. Mon Henri a eu 3 crises cardiaques avant que la 4e ne l'emporte. En versant le thé dans les plus belles tasses de ma mère, en porcelaine fine avec des violettes peintes à la main, j'étudiais Marguerite plus attentivement que je n'avais pu le faire à l'hôpital. Elle était plus âgée que je ne l'avais d'abord pensé, peut-être au début de ses 80 ans. Mais elle se tenait avec la vitalité d'une femme beaucoup plus jeune. Ses yeux, vifs et clairs, ne manquaient de rien. J'ai réfléchi à notre conversation, commençai-je, en lui passant une tasse. « Moi aussi, » répondit-elle, et j'ai pris la liberté de faire quelques reconnaissances. Je haussai un sourcil. « Des reconnaissances ?» Un sourire joua au coin de sa bouche. « Je suis peut-être vieille, Hélène, mais je ne suis pas sans ressources. J'ai invité Victoria et Nathalie à déjeuner hier. Le sujet du mariage est venu naturellement. »« Bien sûr, » fis-je écho, curieuse de savoir où cela menait. « Elles ont été très franches, » continua Marguerite, me croyant sympathique à leur vision. Victoria a été particulièrement loquace sur ses projets d'aider Pierre à faire la transition vers des cercles sociaux plus appropriés une fois le mariage terminé. La douleur familière se resserra dans ma poitrine. Je vois. Ce que vous ne voyez peut-être pas, dit Marguerite, se penchant légèrement en avant, c'est que Nathalie était moins enthousiaste que sa mère. Il y a eu des moments où elle semblait mal à l'aise avec les ambitions de Victoria. Cela me surprit. Nathalie a donné toutes les indications qu'elle était entièrement d'accord avec sa mère. Peut-être en votre présence, reconnut Marguerite. Mais je connais ma petite fille depuis sa naissance, Hélène. Elle n'est pas aussi dure que Victoria a essayé de la faire paraître. Il y a une douceur en elle qui me rappelle son grand-père. Je n'étais pas convaincue, mais j'étais prête à envisager la possibilité. Même si c'est vrai, elle permet toujours à sa mère de dicter des termes qui excluent toute ma famille. Oui, acquiesça Marguerite, parce qu'elle n'a pas encore trouvé le courage de s'opposer à Victoria. Peu de gens y parviennent. Elle sirota son thé pensivement. Ma belle-fille a passé des décennies à cultiver le pouvoir dans la société locale. Elle est redoutable. C'est ce que j'ai remarqué, dis-je sèchement. Marguerite posa sa tasse avec un déclic décisif. Mais pas invincible, et certainement pas omnisciente. Elle ouvrit son portefeuille et en retira plusieurs feuilles de papier. Par exemple, elle n'a aucune idée que j'ai été en contact avec Amélie Moreau. Mes yeux s'écarquillèrent. L'organisatrice de mariage ? La mère d'Amélie et moi avons siégé ensemble au conseil d'administration de l'hôpital pendant 20 ans, expliqua Marguerite. Quand j'ai appelé pour m'enquérir de l'état des préparatifs du mariage, Amélie a été très loquace. Elle me tendit les papiers, des impressions d'échange de courriels entre Amélie, Victoria et Nathalie, ainsi que des contrats de prestataires et des calendriers proposés. « Comment avez-vous obtenu cela ?» demandai-je, en parcourant les documents avec un étonnement croissant. « Disons simplement qu'Amélie me devait une faveur, » répondit Marguerite avec un sourire énigmatique. « L'important, c'est ce qu'il révèle. »
En lisant les courriels, un schéma clair émergea. Victoria avait systématiquement outrepassé les préférences de Nathalie, des fleurs à la musique en passant par les choix de menus. Et plus révélateur, il y avait plusieurs messages où Nathalie avait spécifiquement mentionné vouloir incorporer les traditions de Pierre ou des éléments importants pour les Lambert, pour être ensuite rabrouée par sa mère. « Elle n'est pas la méchante de cette histoire », dit doucement Marguerite en observant mon visage. Elle est une autre victime de la nature contrôlante de Victoria, tout comme Pierre. Je posais les papiers, mon esprit tournant à plein régime. Cela change les choses. Ça devrait, acquiesça Marguerite. Mais l'information seule ne suffit pas. Nous avons besoin d'une stratégie. Que suggérez-vous ? Les yeux de Marguerite pétillèrent d'une malice qui démentait son âge. Je crois qu'il est temps que la jeune génération voie leurs parents pour ce qu'ils sont vraiment. Et parfois, la manière la plus efficace d'y parvenir est de les laisser entendre ce qui se dit quand ils ne sont pas dans la pièce. Elle exposa son plan, simple, mais potentiellement dévastateur dans son efficacité. Nous aurions besoin de timing, de chance, et peut-être d'un peu d'intervention divine. Mais cela pourrait bien fonctionner. « Il y a une dernière chose que vous devriez savoir », ajouta Marguerite, alors qu'elle se préparait à partir. Pierre a posé des questions sur l'histoire de la famille de son père, sur les traditions Lambert. Il est venu chez moi il y a 2 jours, soi-disant pour m'aider avec un problème d'ordinateur, mais il a passé la plupart du temps à regarder de vieilles photos et à poser des questions sur la façon dont les mariages fonctionnaient, autrefois. L'espoir vacilla dans ma poitrine. « Vous pensez qu'il a des doutes ?»« Je pense, » dit Marguerite avec précaution, « que le garçon que vous avez élevé n'a pas entièrement disparu. Il cherche quelque chose, Hélène. Quelque chose qu'il craint de perdre. » Après le départ de Marguerite, je restais longtemps dans la véranda, à regarder les papillons dériver dans mon jardin. Les roses commençaient à fleurir pour de bon maintenant, leur parfum s'infiltrant par les fenêtres ouvertes. Robert avait toujours dit que les roses étaient la métaphore parfaite du mariage. Belles, mais nécessitant des soins constants, capables de faire saigner si on les manipule sans précaution. Pour la première fois depuis l'appel initial de Pierre, je ressentis quelque chose au-delà de la blessure et de la colère. Je ressentis un but. Et avec le but vint la clarté. Je pris mon téléphone et composai le numéro d'Amélie Moreau. « Madame Lambert » répondit-elle, son ton professionnel mais méfiant. « Comment allez-vous ? J'ai entendu parler de votre séjour à l'hôpital. »« Beaucoup mieux, merci, » répondis-je. « Je vous appelle au sujet du mariage. Je pense qu'il est temps que nous avancions avec les préparatifs, n'est-ce pas ?» Je pouvais entendre la surprise dans sa voix. « Vous êtes prête à débloquer les contrats des prestataires ? » « À certaines conditions, » clarifiai-je. « J'aimerais organiser une réunion. Vous, moi et les futurs mariés, sans Victoria. » Il y eut une pause. « Madame Dubois ne sera pas contente ? » « Madame Dubois n'est pas la titulaire du contrat, » lui rappelai-je doucement. « Et c'est une réunion sur des détails pratiques qui ne concernent que les mariés et le prestataire du lieu. » Une autre pause. « Je vais voir ce que je peux arranger. »« Jeudi à 14 heures, » suggérai-je, « dans votre bureau. »« Je passerai les appels, » promit Amélie, la curiosité évidente dans sa voix. Après avoir raccroché, je passai un autre appel à Marguerite Dubois pour m'assurer que notre plan était enclenché. Pierre avait l'air mal à l'aise dès son entrée dans le bureau d'Amélie jeudi après-midi. Ses yeux allaient et venaient entre moi et Nathalie, comme s'il s'attendait à une embuscade. Nathalie était plus composée, bien que j'aie remarqué qu'elle avait choisi une simple robe bleue plutôt que ses ensembles de créateurs habituels. Un petit détail qui attira mon attention. « Merci à tous d'être venus », commença Amélie, son sourire professionnel fermement en place. Madame Lambert a demandé cette réunion pour discuter de l'avancement des arrangements concernant le lieu et les prestataires.
Les sourcils de Pierre se haussèrent de surprise. « Tu débloques les contrats ?»« J'y songe, » répondis-je avec précaution. « Mais d'abord, je pense que nous devons avoir une conversation honnête sur ce à quoi ce mariage ressemblera réellement. » Nathalie se tortilla sur son siège. « Ma mère ne pouvait pas être ici aujourd'hui. Elle avait un déjeuner de charité. »« Cette réunion est pour nous trois, » dis-je en gardant ma voix douce. « Les personnes qui ont le plus à perdre ou à gagner dans cette célébration. » Amélie s'éclaircit la gorge. « Peut-être devrions-nous commencer par la liste des invités, puisque c'est le principal point de discorde. » J'acquiesçai, me préparant. Avant de le faire, je veux être claire sur une chose. Je ne désire rien de plus que de voir Pierre heureux le jour de son mariage. Cela a toujours été mon seul but. L'expression de Pierre s'adoucit légèrement. « Je sais, maman. Mais le bonheur construit sur l'effacement n'est pas du tout le bonheur, » continuai-je. « C'est une façade, et les façades se fissurent sous la pression. » Nathalie baissa les yeux sur ses mains. « Madame Lambert, Hélène, je comprends que vous soyez contrariée par la liste des invités, mais vous devez comprendre. Nous avons des limitations d'espace et le domaine de la Chênaie peut accueillir confortablement 200 invités, » intervint Amélie. Puis, elle parut embarrassée de sa propre interruption. « Désolée, juste un point de fait. »« Et vous prévoyez d'en avoir 80 ?» notai-je. « Tous du côté des Dubois. » Pierre passa une main dans ses cheveux, un geste si semblable à celui de son père que mon cœur se serra. « C'est compliqué, maman. »« Ce n'est vraiment pas le cas, » rétorquai-je. « La famille, c'est la famille. Les Lambert sont ton sang, Pierre. Ils t'ont aimé toute ta vie, et maintenant on leur dit qu'ils ne sont pas assez bien pour assister à ton mariage. »« Ce n'est pas juste, » commença Nathalie, mais je levai une main. « Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Il ne s'agit pas seulement du mariage. Il s'agit du mariage qui suit. Il s'agit de ce qui se passe à Noël, aux anniversaires, au baptême. Si vous avez des enfants, votre famille, vos tantes, oncles, cousins, seront-ils également exclus de ces événements ?» Pierre parut bouleversé. « Bien sûr que non. »« Alors, pourquoi commencer votre mariage en les excluant de son tout début ?» demandai-je doucement. Les yeux de Nathalie rencontrèrent les miens, et pour la première fois, j'y vis de l'incertitude. « Ce n'est pas que nous ne voulons pas qu'il soit né là. C'est juste que ma mère pense que... » « Ce que votre mère pense, » vint une voix claire et autoritaire de l'embrasure de la porte, « n'est pas la seule considération. » Nous nous tournâmes tous pour voir Marguerite Dubois se tenant à l'entrée du bureau, élégante et imposante dans un tailleur vert sauge. « Grand-mère ?» La surprise de Nathalie était évidente. « Que fais-tu ici ?»« J'apporte une perspective, » répondit Marguerite, entrant dans la pièce et fermant la porte derrière elle. « Quelque chose dont on a grand besoin dans cette situation. » Amélie sembla paniquée par cet ajout inattendu à notre réunion, mais se reprit rapidement, offrant un siège à Marguerite. « Je m'excuse de cette interruption, » dit Marguerite, bien que son ton suggérât qu'elle n'était pas désolée du tout. Mais quand j'ai entendu parler de cette réunion par la mère d'Amélie, je me suis sentie obligée d'y assister. « Tu ne devrais pas être impliquée là-dedans, grand-mère, » protesta faiblement Nathalie. « Au contraire, » répondit Marguerite. « En tant que doyenne des Dubois, j'ai tout à fait le droit de m'impliquer dans les affaires de famille, particulièrement lorsque ces affaires menacent de répéter les erreurs du passé. » Elle se tourna vers moi avec un signe de tête, notre signal convenu. Juste à ce moment-là, mon téléphone sonna. « Excusez-moi, » dis-je en le sortant de mon sac. « Je dois prendre cet appel. Ordre du médecin de répondre à tous les appels après mon malaise. » Je sortis dans le couloir, laissant la porte légèrement entr'ouverte comme prévu. De ma position, je pouvais entendre clairement Marguerite alors qu'elle s'adressait à Nathalie et Pierre. « Sais-tu pourquoi je ne t'ai jamais montré mon album de mariage, Nathalie ?» commença-t-elle.
Pas une seule fois en toutes ces années. Il y eut une pause, puis la réponse confuse de Nathalie. Je supposais que tu n'en avais pas. Oh, j'en ai un, continua Marguerite. Un magnifique album en cuir blanc avec des dorures, photographié par un professionnel. Les pages mondaines l'ont appelé le mariage de la décennie. Alors pourquoi? Parce que chaque fois que je le regarde, je ne vois que ce qui manque, dit Marguerite, sa voix lourde d'un vieux regret. Mes parents, mes 3 sœurs, mon frère qui venait de rentrer de la guerre. Aucun d'entre eux n'est sur une seule photo parce que ma belle-mère, votre arrière-grand-mère, a décidé qu'il n'était pas convenable pour une occasion aussi prestigieuse. Le silence qui suivit fut profond. « Je ne savais pas ça, » dit finalement Pierre. « Bien sûr que non, » répondit Marguerite. « Ce n'est pas quelque chose que Victoria aime reconnaître. Que la fortune des Dubois a été construite par le grand-père de mon mari, un docker qui a eu de la chance dans les investissements maritimes. Que ma belle-mère était la fille d'un banquier qui a passé sa vie à prétendre à une vieille fortune qu'elle n'avait pas. Que l'héritage des Dubois que Victoria vénère est en grande partie inventé. » Je pouvais imaginer le visage de Nathalie, le choc, l'incrédulité. « Grand-mère, ce n'est pas possible. Maman a toujours dit… » « Ta mère a passé sa vie à façonner une image, » interrompit doucement Marguerite. « Tout comme sa mère avant elle. Une image qui nécessite une organisation constante et l'exclusion de tout ce qui, ou de quiconque, pourrait révéler son artifice. » La voix de Pierre, ensuite, pensive. « Comme les Lambert ?»« Précisément, » confirma Marguerite. La famille d'Hélène a des racines authentiques dans cette région que les Dubois, malgré toute leur richesse, ne peuvent revendiquer. Ils représentent une réalité non vernie que Victoria trouve menaçante. « Mais maman ne ferait pas ça ?» commença Nathalie. « Ah non ?» la défia Marguerite. « Nathalie, ma chérie, j'aime ta mère. Elle est la veuve de mon fils, et je l'ai soutenue pour t'élever. Mais je n'ai jamais été aveugle à ses défauts, son besoin de contrôler, de perfectionner, d'exclure ce qui ne correspond pas à sa vision. Ce ne sont pas des comportements nouveaux. » J'entendis un mouvement, quelqu'un qui bougeait sur sa chaise, des papiers qui bruissaient. « Le plus triste, » continua Marguerite, sa voix plus douce maintenant, « c'est que je l'ai permis. Je suis restée silencieuse, alors que ma famille était effacée de ce qui aurait dû être l'un des jours les plus heureux de ma vie. Et ce silence est devenu un schéma qui a hanté mon mariage pendant 50 ans. »« Que veux-tu dire ?» demanda Pierre. « Je veux dire qu'une fois que vous permettez à quelqu'un de dicter qui a sa place dans votre vie, vous avez cédé un pouvoir que vous ne retrouverez peut-être jamais complètement, » expliqua Marguerite. « Ma belle-mère ne s'est pas arrêtée au mariage. Elle contrôlait les réunions de famille, les vacances d'été, même l'hôpital où je pouvais accoucher de ses petits-enfants. » Une autre pause. Plus lourde, cette fois. « Je ne veux pas ça pour toi, Nathalie, » dit doucement Marguerite. « Et je ne veux certainement pas que tu deviennes l'instrument de ce contrôle pour Pierre. Parce que crois-moi, mon enfant, ce genre de pouvoir corrompt même les meilleures intentions. » Je décidai qu'il était temps de revenir, mettant fin à mon faux appel et rentrant dans le bureau. L'atmosphère avait changé de manière palpable. Pierre avait l'air pensif. Nathalie, troublée. Et Marguerite, sereine, sachant que la vérité, une fois dite, ne pouvait être ignorée. « Je suis désolée pour ça, » dis-je, reprenant ma place. « Problème de santé ?»« Madame Lambert, » commença Nathalie, puis se corrigea. « Hélène, je pense que nous devrions peut-être reconsidérer la liste des invités. » La tête de Pierre se redressa, la surprise évidente dans son expression. « Les Lambert devraient être inclus, » continua Nathalie, sa voix gagnant en force. « Tous. Ce mariage devrait refléter nos 2 familles, nos 2 histoires. » L'espoir qui fleurit dans ma poitrine était presque douloureux dans son intensité, mais je gardais une expression mesurée. Cela signifierait beaucoup pour moi, pour nous tous.
Pierre attrapa la main de Nathalie, une sorte de fierté dans ses yeux. « Tu es sûre que ta mère pourra s'adapter ?» Nathalie termina fermement. « C'est notre mariage, Pierre. Le nôtre, pas le sien. » Marguerite rayonna de fierté en regardant sa petite fille, son approbation irradiant d'elle comme la lumière du soleil. « Bien dit, ma chère. » Amélie, qui était restée silencieuse tout au long de cet échange, s'éclaircit la gorge. « Donc, nous parlons d'environ 110 invités au total. C'est bien en deçà de la capacité du domaine de la Chênaie. Nous devrons ajuster la commande du traiteur et ajouter quelques tables, mais c'est tout à fait faisable. » Alors qu'Amélie commençait à prendre des notes, je sentis un poids se lever de mes épaules. Pas complètement, mais assez pour respirer plus facilement que je ne l'avais fait depuis des semaines. « Il y a encore une chose, » dis-je, en fouillant dans mon sac. Je sortis la boîte en velours contenant le mouchoir de ma mère. « Ceci est toujours à toi de le porter si tu le souhaites, Nathalie. Un morceau de l'histoire des Lambert à emporter avec toi. » Nathalie accepta la boîte, l'ouvrant avec des doigts précautionneux. Cette fois, elle toucha la dentelle délicate, traçant le motif du bout de ses doigts. « C'est magnifique, » dit-elle, et je pouvais dire qu'elle le pensait. Je serais honorée. La réunion se conclut sur des détails pratiques. Les dates pour débloquer les contrats, les ajustements aux commandes, les calendriers à mettre à jour. Alors que nous nous préparions à partir, Pierre resta en arrière, laissant Nathalie marcher devant avec Marguerite et Amélie. « Maman, » dit-il doucement une fois que nous fûmes seuls. « Je suis désolée pour le dîner, pour tout. J'aurais dû te défendre notre famille. » J'étudiais le visage de mon fils, le visage que j'avais mémorisé dès son premier souffle, que j'avais vu changer de bébé à garçon, puis à homme. « Oui, tu aurais dû. » Il tressaillit légèrement à ma franchise, mais acquiesça. Je me suis laissé prendre par, je ne sais pas, le monde des Dubois. C'est si différent du nôtre, si poli et connecté. Je crois que j'ai commencé à croire que je devais devenir l'un d'eux pour être digne de Nathalie. « Et maintenant ?» demandai-je. Un petit sourire effleura ses lèvres. « Maintenant, je me souviens de quelque chose que papa disait. N'échange jamais qui tu es contre ce que quelqu'un d'autre veut que tu sois. C'est un marché qui met ton âme en faillite. » Des larmes piquèrent au coin de mes yeux. « Il serait fier de toi de t'en souvenir. » Pierre hésita, puis me serra dans ses bras, une vraie étreinte, pas l'embrassade raide et obligatoire qu'il m'avait offerte au dîner. « Je t'aime, maman, et je vais arranger les choses. »« Je sais que tu le feras, » dis-je, le tenant près de moi, sentant son cœur battre contre le mien. C'est comme ça que je t'ai élevé. La confrontation avec Victoria Dubois arriva plus tôt que prévu. Nous venions de quitter le bureau d'Amélie lorsque nous la trouvâmes qui nous attendait dans le hall, l'expression furieuse. « Que signifie tout ceci ?» demanda-t-elle, les yeux balayant notre petit groupe. « Nathalie, pourquoi n'ai-je pas été informée de cette réunion ?» Nathalie redressa les épaules, un geste si réminiscent de Marguerite que je dus réprimer un sourire. « Parce que c'était une réunion pour que Pierre et moi prenions nos propres décisions, maman. » Le regard de Victoria se durcit. « Quelle décision ?»« Nous invitons la famille Lambert au mariage, » dit Pierre, la voix ferme. « Tous. »« Absolument pas, » lança Victoria. « Nous avons déjà finalisé la liste des invités. Les invitations sont en cours d'impression. »« Alors il faudra les réimprimer ?» répondit simplement Nathalie. Victoria fixa sa fille comme si elle voyait une étrangère. « As-tu perdu la tête? As-tu la moindre idée de ce que les gens vont dire? Les Preston, les Roland, les Martin. Ils seront assis à côté de la famille, complétai-je froidement.
Ils seront assis à côté de la famille. Victoria se tourna vers moi, la fureur irradiant de chaque pore. C'est votre œuvre. Vous les avez manipulés pendant votre petite réunion privée. En fait, intervint Marguerite en s'avançant, si quelqu'un a manipulé, Victoria, c'est bien toi, depuis des années. L'assurance de Victoria vacilla un instant, révélant un éclair de quelque chose qui ressemblait à de la peur alors qu'elle faisait face à sa belle-mère. Marguerite, tu ne comprends pas les implications sociales. Je comprends parfaitement, la coupa Marguerite. Je t'ai observé construire ton récit social pendant 30 ans. Mais il ne s'agit plus de ton récit. Il s'agit de ces deux jeunes gens et de la vie qu'ils construisent ensemble. Une vie qui sera considérablement diminuée s'ils s'associent à... Victoria se retint, mais pas avant que l'implication ne soit claire. Des gens de la classe ouvrière, terminai-je pour elle, avec une famille qui valorise la loyauté plutôt que le luxe, avec des gens qui ne correspondent peut-être pas à votre image organisée, mais qui donneraient leur dernier souffle pour Pierre. Pierre se plaça à mes côtés, sa posture résolue. Maman a raison. Les Lambert sont ma famille. Ils ont été là à chaque moment important de ma vie, et ils seront là pour mon mariage. Le visage de Victoria s'empourpra de colère. C'est absurde. Nathalie, tu ne peux sûrement pas accepter ce spectacle. Nathalie jeta un coup d'œil à sa grand-mère, puis à Pierre, avant de rencontrer le regard de sa mère. En fait, maman, si. J'accepte. Et j'ai réalisé autre chose aussi. Ce besoin de tout contrôler, d'exclure les gens qui ne répondent pas à une norme arbitraire, ça ne crée pas une vie parfaite. Ça crée une vie vide. Le hall était devenu silencieux. D'autres clients et le personnel faisaient semblant de ne pas écouter, tout en absorbant manifestement chaque mot. Victoria baissa la voix jusqu'à un murmure furieux. « Nous en discuterons à la maison. Pas ici. Pas avec eux. » « Non, maman, » répondit fermement Nathalie. « Nous en discutons maintenant. Pierre et moi allons nous marier. Nos deux familles seront présentes. Et à partir de maintenant, nous prenons nos propres décisions concernant notre vie commune. » Victoria resta figée un instant, le choc écrit sur ses traits. Puis, elle tourna les talons et se dirigea d'un pas sec vers la porte. Ne s'arrêtant que pour lancer par-dessus son épaule « N'espérez pas que je paie pour ce désastre. »« Ne t'inquiète pas !» cria Pierre après elle. « Les Lambert s'en chargent. » Alors que la porte se refermait derrière Victoria, Nathalie laissa échapper un souffle tremblant. C'était intense. Marguerite posa une main rassurante sur l'épaule de sa petite fille. C'était aussi nécessaire et attendu depuis longtemps. Pierre se tourna vers moi, une question dans les yeux. « Ça va ?» Je souris, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des semaines. « Je vais très bien. Mieux que bien. » Et c'était vrai. La douleur dans ma poitrine s'était estompée en un lointain souvenir, remplacé par quelque chose de chaud et de guérisseur. La connaissance que mon fils avait retrouvé son chemin vers lui-même, vers nous, vers les valeurs qui définissaient le nom Lambert. Alors que nous sortions sous le soleil de la Loire, Pierre d'un côté et Nathalie de l'autre, je sentis la présence de Robert plus fortement que je ne l'avais fait depuis des années. Il aurait adoré ce moment, ce triomphe de l'authenticité sur la prétention, de la famille sur la façade. Le mariage allait maintenant avoir lieu. Non pas comme une production Dubois avec une note de bas de page Lambert, mais comme la véritable union de deux familles, de deux histoires, de deux avenirs. Il y aurait des défis à venir. Victoria ne renoncerait pas facilement à son influence. Mais les fondations avaient été posées pour quelque chose de sincère et de durable. Et quant à moi, j'avais reconquis non seulement ma place dans le mariage de mon fils, mais aussi ma voix dans le récit de l'histoire continue de notre famille. Pas mal pour une femme
qui, une semaine auparavant, était allongée sur un lit d'hôpital, incertaine de son avenir. Pas mal du tout. Le domaine de la Chênaie n'avait jamais été aussi beau. Ses hautes fenêtres brillaient d'une lumière dorée, des lanternes étaient suspendues dans la cour, les saules pleureurs se balançant dans la brise du soir. À l'intérieur, des bougies vacillaient sur des tables polies dressées de cristal et de porcelaine. La pièce était remplie de bavardages, bien que sous la surface, l'air portait un subtil mélange de joie et de tension résiduelle. Deux familles, l'une polie et fière, l'autre chaleureuse et enracinée, étaient assises ensemble sous le même toit enfin, pas entièrement à l'aise, mais faisant l'effort pour le bien des mariés. Je traversai la foule lentement, saluant mes parents, chaque visage me remplissant de force. Ils étaient venus, comme je le savais, 30 voix fortes, apportant rire et affection dans une pièce qui les avait autrefois rejetées. Les Lambert étaient là, et cela signifiait que j'avais déjà remporté la bataille la plus importante. Nathalie brillait comme une vision à la table d'honneur. Sa robe était élégante, mais pas ostentatoire. Le mouchoir de ma mère glissait dans son bouquet, un parfait quelque chose de vieux, pour compléter son nouveau départ. Pierre était assis à côté d'elle, beau dans son smoking, la montre de Robert brillant à son poignet. Victoria était présente, bien sûr. Après une semaine de silence glacial, elle avait accepté l'inévitable avec une grâce réticente, trop soucieuse des apparences sociales pour boycotter le mariage de sa fille unique. Elle était assise avec une posture parfaite, son sourire figé, engageant poliment mais minimalement avec la branche Lambert de la famille. Marguerite, d'autre part, s'était lancée pour combler le fossé, se déplaçant entre les groupes familiaux avec l'aisance d'une diplomate née, partageant des histoires et trouvant un terrain d'entente. J'avais trouvé en elle une amie inattendue. Une femme qui comprenait les complexités de la famille, le poids de la tradition et le courage nécessaire pour briser les schémas destructeurs. Vint le moment des toasts. Les verres s'entrechoquèrent, la salle se tut, et je sentis tous les regards se tourner vers moi alors que je me levais. Ma robe de soie bruissa doucement, tandis que je me tenais debout, les perles à mon cou captant la lumière des bougies. Je laissais le silence s'installer, prenant une profonde inspiration, calmant mon cœur. Mes chers amis, ma famille bien-aimée, commençai-je, ma voix chaude m'éportant à travers la salle. Quelle joie de nous voir réunis ici. Non pas comme deux moitiés, mais comme un tout. Ce soir ne concerne pas seulement Pierre et Nathalie. Il s'agit des Lambert et des Dubois, de racines qui s'entrelacent, de deux familles qui choisissent de se tenir ensemble. Je laissai mes yeux balayer lentement la pièce. Maintenant, il est vrai qu'il fut un temps où il semblait que certains pourraient être laissés pour compte. Mais l'amour a une façon de corriger sa trajectoire. L'amour se souvient. L'amour insiste sur l'inclusion. Et donc nous voici, chaque siège occupé, chaque cœur pris en compte. Une vague de murmures traversa la foule. Mes parents levèrent leurs verres bien haut, la fierté brillant ouvertement. Les Dubois, encore raides et tendus, gardèrent leur visage composé. Bien que je vis les lèvres de Victoria se serrer et le sourire de Nathalie s'adoucir sur les bords. « À la famille !» dis-je en levant mon verre plus haut. « Toute la famille !» Puisse cette union nous rappeler que la richesse s'estompe, la beauté change, mais la loyauté perdure. À Pierre et Nathalie. La salle répondit en un chœur de cristal qui s'entrechoque. Certains souriaient largement, d'autres hochèrent la tête avec un respect qui ne peut être acheté. Je m'assis lentement, mon pouls régulier, ma main ferme. En reposant le verre sur la table, pour la première fois depuis des semaines, je sentis la paix s'installer en moi comme un châle. Puis Pierre se leva. Son visage était calme, ses yeux se déplaçant entre moi et sa fiancée. Quand il parla, sa voix était claire. « Je veux remercier ma mère.
dit-il, et la salle se tut de nouveau. Elle m'a donné plus que la vie. Elle m'a donné des valeurs. Ce soir est possible grâce à elle. Et je veux que tout le monde ici sache que je suis fier. Fier d'être son fils. Fier d'avoir les deux familles ici. Fier de commencer ce mariage avec honnêteté et équilibre. Il leva son verre vers moi. À ce moment-là, je revis mon garçon, l'homme qu'il devenait, et mon cœur se gonfla de joie et de triomphe. Plus tard, alors que la danse commençait, je m'éclipsais dans le jardin pour un moment de réflexion tranquille. L'air nocturne était doux de jasmin, les étoiles brillantes au-dessus des chênes anciens. Je trouvais un banc de pierre partiellement caché par des rosiers grimpants, et m'assis, écoutant la musique et les rires qui provenaient de l'intérieur. « Puis-je me joindre à vous ?» Je levai les yeux pour trouver Marguerite Dubois, se tenant sur le sentier du jardin, 2 coupes de champagne à la main. « Je vous en prie » souris-je en lui faisant de la place sur le banc. Elle s'installa à côté de moi, me tendant l'une des coupes. « 2 conspirations réussies, dit-elle avec un clin d'œil. Je ris doucement. Et des amitiés inattendues. Nous sirotâmes en silence complice pendant un moment, regardant les lucioles s'élever du jardin comme des étoiles flottantes. « Victoria finira par accepter, » dit finalement Marguerite. « Cela prendra peut-être du temps, peut-être la naissance d'un petit enfant, mais elle s'adaptera. » « Et si elle ne le fait pas ?» Marguerite haussa élégamment les épaules. « Alors elle manquera la richesse de ce que ces deux-là ont construit. Sa perte, pas la leur. » J'acquiesçais, comprenant la sagesse de ses paroles. « Merci, Marguerite, pour tout. »« Pas besoin de remerciements, » répondit-elle. « Je l'ai fait autant pour Nathalie que pour Pierre. Certains schémas doivent être brisés avant de pouvoir être transmis. » À l'intérieur, l'orchestre commença à jouer une chanson lente, une qui avait été jouée à mon propre mariage avec Robert, il y a toutes ces années. La coïncidence, ou peut-être pas une coïncidence du tout, me mit les larmes aux yeux. « Allez danser », m'exhorta doucement Marguerite. « La mère du marié mérite au moins un tour de piste. » Je retournai à la réception pour trouver Éléonore qui m'attendait, un sourire de conspiratrice sur le visage. « Les amis du samedi ont réquisitionné une table dans le coin, » rapporta-t-elle. « Joséphine s'est déjà liée d'amitié avec le chef. Marthe discute d'arrangements floraux avec 3 cousins Dubois différents, et Béatrice explique le droit de la propriété aux frères de Victoria. » Je ris en imaginant la scène. Elles ne perdent pas de temps, n'est-ce pas? « Les alliés des Lambert ne le font jamais, » répondit Éléonore en passant son bras sous le mien. « Viens, ton fils te cherche. Quelque chose à propos d'une danse mère-fils. » Alors que Pierre m'entraînait sur la piste de danse, je sentis le poids de tous les Lambert et Dubois qui nous regardaient. 2 familles avec des histoires différentes, des valeurs différentes, des attentes différentes, maintenant liées par le jeune couple au centre de tout. « Heureuse ?» demanda Pierre, alors que nous commencions à bouger au son de la musique. « Très !» l'assurai-je. « Et toi ?» Il jeta un coup d'œil à Nathalie, qui parlait avec animation avec l'un de mes cousins, son visage illuminé d'un intérêt sincère. « J'ai eu de la chance, maman. Pas dans le sens où Victoria l'entendait, mais dans le sens qui compte. »« Oui, » acquiesçai-je. « C'est vrai. » Pendant que nous dansions, j'aperçus Marguerite qui nous regardait depuis le bord de la piste, son expression empreinte d'une satisfaction tranquille. Nos yeux se rencontrèrent et elle leva son verre dans un toast silencieux, d'une matriarche à une autre, reconnaissant une bataille bien menée et une paix bien méritée. Le mariage qui avait failli ne pas avoir lieu était devenu le mariage qui avait réuni 2 mondes. Et moi, Hélène Lambert, j'avais tenu ma promesse à Robert après tout. J'avais tenu bon, protégé notre famille et trouvé le bonheur de l'autre côté de la lutte. Dans la douce nuit de la Loire,
entouré de la lumière des lanternes et des rires de la famille. Cela ressemblait à une victoire suffisante pour le cœur de n'importe quelle mère. Que feriez-vous si vous étiez à ma place? Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Commentez ci-dessous et dites-moi de quelle ville vous regardez.